Notairement Vôtre, le podcast des notaires de Picardie qui vous conseille et vous accompagne dans toutes les étapes de votre vie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Notairement Vôtre, le podcast des notaires de Picardie. Aujourd'hui, nous accueillons Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour à tout le monde. Et Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour. Tous deux notaires à Amiens et nous aborderons avec vous 3 thèmes. Les donations, les successions et la transmission. Benoît et Vincent, vous souhaitez, je crois, traiter ces thèmes sous un angle nouveau. Oui, c'est vrai, effectivement. Bonjour Anne-Laure. L'étendue de ces thèmes est trop large pour être résumée en quelques minutes. C'est pour cette raison qu'il nous a semblé intéressant de mettre l'accent sur certains points seulement et d'y apporter un éclairage juridique. Les sujets en question touchent et toucheront évidemment un jour ou l'autre tout le monde. Et ils font l'objet, on le sait, plus ou moins de conversations animées entre les familles, entre les amis. Ils suscitent des recherches sur Internet et il y a des avis aussi qui sont véhiculés sur les réseaux sociaux. Donc on a pu constater qu'il en ressortait des on-dit, des certitudes non vérifiées, des idées reçues qui peuvent être fausses et, dans ces cas, lourdes de conséquences. Nous tenterons donc aujourd'hui d'analyser quelques situations avec vous pour distinguer le vrai du faux de ces idées reçues. Eh bien, merci Vincent. Donc nous pouvons commencer par le premier thème. Benoît, évoquons ensemble le thème des donations et plus particulièrement celle destinée à donner un coup de pouce aux enfants ou petits-enfants. Pour entrer dans le vif du sujet, faut-il déclarer toutes les donations, y compris celles de faible montant, où on entend toutes sortes de réponses avec même parfois un pourcentage. Mais qu'en est-il ? C'est vrai Benoît, souvent on a des clients qui viennent nous voir et ils nous expliquent qu'ils veulent aider les petits-enfants ou les enfants, faire une donation, donner une somme d'argent dans le cadre d'un anniversaire. Est-ce qu'ils doivent le déclarer ou pas ? Voilà. Alors effectivement, il y a lieu de distinguer entre la donation et le cadeau d'usage. Donc le cadeau d'usage, c'est ce qu'il est d'usage de donner à des moments précis, que ce soit à Noël, un anniversaire, un mariage, à la naissance d'un enfant. Alors en fait, il n'y a pas de règles qui sont définies. Tout va dépendre de la situation, tout va dépendre de la fortune de celui qui donne, mais tout va dépendre aussi de la personne à qui ce cadeau est accordé. Il n'y a pas de règle. Alors effectivement, on voit parfois circuler des pourcentages de 2, de 3%, de 5 000 ou de 10 000 euros. Après, tout va dépendre de la situation. Il est évident que quelqu'un de plus riche va vous donner plus à l'anniversaire de ses enfants que malheureusement quelqu'un qui a moins. Et alors, pour donner, si effectivement on donne une somme importante en fonction de son patrimoine, si j'ai bien compris, là, il y a des démarches à faire, il faut peut-être le déclarer. Comment ça se passe concrètement ? Alors voilà, donc le cadeau d'usage, je ne déclare pas. Ce que je donne à ma concierge, je ne le déclare pas. Mais par contre, effectivement, si je fais faire une donation importante à mes enfants, mes petits-enfants, je dois le déclarer. Alors il y a 2 formes. On peut le déclarer sous forme d'acte authentique, donc un acte notarié, ou on peut le faire sous forme de don manuel. Un don manuel, il reste quand même une donation. Alors, on constate souvent en disant, voilà, on est obligé de passer chez le notaire pour faire un don, et puis on voit sur les réseaux, toujours dans ces on-dit, il suffit simplement de remplir un imprimé CERFA pour remplir et déclarer ce don. Est-ce que c'est opportun de passer par un notaire ou est-ce que effectivement ça suffit tout simplement de faire cette déclaration CERFA ? Alors si j'étais normand, je vous dirais les 2. En fait, un don manuel peut suffire, il suffit de le déclarer à l'administration fiscale. Simplement, ce qu'on oublie, c'est que, comme je dis souvent, dans une donation, il y a 2 tours. Il y a le premier tour, c'est le moment où on donne. Mais il y a un deuxième tour, ça sera au moment du décès de la personne qui a donné. Et donc, quand on a plusieurs enfants et qu'on a fait une donation à un et pas à l'autre, au moment du décès de celui qui a donné, il va falloir que celui qui a reçu rapporte ce qu'il a reçu. Et là, va s'en suivre des discussions qui peuvent être assez sympathiques entre les frères et les sœurs pour savoir, toi, tu avais reçu, qu'est-ce que tu as fait de l'argent. Donc, c'est en ce sens-là où c'est plus simple de faire un acte notarié pour bien définir les choses à l'avance. Oui, en tout état de cause, voir un notaire, ne serait-ce que pour se poser la question et de voir ce que l'on a envie de faire. Il y a une partie fiscalité aussi par rapport à cela ? Juste avant de venir à la partie fiscalité, il y a ce qu'on appelle la donation simple. Je donne à un enfant et puis on réglera ensuite les comptes entre les autres enfants plus tard. Et puis, il y a la donation partage. Donc la donation partage, c'est le moment où je vais donner la même chose ou en tout cas des choses équivalentes à chaque enfant. Et l'avantage de la donation partage, c'est qu'il n'y a pas lieu d'en reparler au moment du décès de celui qui a donné. Donc c'est la paix dans la famille. Dès le départ, on évite tout conflit ultérieur entre les enfants. D'accord, très bien. Alors, donc la fiscalité ? Alors la fiscalité, quand vous transmettez des biens à vos enfants, que ce soit par donation ou par succession, vous pouvez bénéficier d'un abattement. L'abattement aujourd'hui, il est de 100 000 euros, c'est 100 000 euros par parent.
Donc quand on est un couple, il y a 2 fois l'abattement de 100 000 euros, un par parent, et c'est 100 000 euros par enfant. Donc un couple qui aurait 2 enfants peut donner 200 000 euros pour le couple et par enfant, donc ça fait au total 400 000 euros. Sur cet abattement de 100 000 euros, il n'y a pas de condition. Je peux faire la donation même si j'ai 85 ans, je peux faire la donation même si mon enfant il a 15 ans. Par contre, il y a un deuxième abattement qui est de 31 865 euros. C'est la même chose, un abattement par parent, un abattement par enfant. Par contre, il y a 3 conditions. Il faut que celui qui donne ait moins de 80 ans, il faut que celui qui reçoive ait plus de 18 ans, et puis il faut donner une somme d'argent. Ça ne peut pas être une voiture, ça ne peut pas être des actions, il faut que ce soit de l'argent. D'accord. Et enfin, dernière petite précision, ces abattements, 100 000, 31 865 euros, ils se renouvellent tous les 15 ans. Donc je peux le faire aujourd'hui, dans 15 ans, je pourrais à nouveau donner sans fiscalité. Si on le fait avant les 15 ans, là, dans ces cas-là, on ne profite pas de l'abattement et on est taxé directement voilà, en tout fonction à du fait. pourcentage. Et en sachant que ces 100 000 euros, ces 31 000 euros peuvent être donnés en plusieurs fois. Si je donne 50 000 euros aujourd'hui, je peux dans 5 ans redonner. Si ça ne dépasse pas les 100 000 euros, je n'ai pas de fiscalité. Et puis ensuite, quand je dépasse ces abattements de 100 000 ou de 31 000 euros, je vais appliquer les taux. Donc les taux 5, 10, 15. Très généralement, on est dans une tranche à 20%. Donc ça veut dire qu'en caricaturant, tout ce qui va dépasser 100 000 euros par enfant sera taxé à 20%. D'accord, très bien, parfait. Notairement Vôtre, le podcast des notaires de Picardie qui vous conseille et vous accompagne dans toutes les étapes de votre vie. Notairement Vôtre, le podcast des notaires de Picardie qui vous conseille et vous accompagne dans toutes les étapes de votre vie. Eh bien, en guise de transition, pour aborder les idées reçues dans le thème des successions, je vous propose d'aborder les droits du conjoint survivant liés par le mariage. Vincent, nous savons que le conjoint survivant n'a pas de droit de mutation à payer au trésor en cas de décès et qu'il est héritier. Les droits de mutation, je précise, ce sont des taxes, des impôts. Donc la question posée est de savoir s'il est encore nécessaire de faire une donation entre époux, la donation au dernier vivant. Donc est-ce une idée reçue de penser que je n'ai pas besoin de faire une donation entre époux car mon conjoint héritera ? C'est vrai que depuis 2002, les droits du conjoint survivant se sont élargis en lui conférant notamment la qualité d'héritier et en lui accordant un droit temporaire, voire même viager sur le logement. Mais ces dispositions légales, est-ce que finalement écartent la possibilité et l'intérêt de faire une donation entre époux ? La réponse dépend de la situation de la famille et du patrimoine. N'oublions pas que chaque situation correspond à un cas particulier. Alors, pour mieux distinguer la différence entre les règles légales et celles conventionnelles de la donation entre époux, je vous propose de comparer le résultat de 4 situations. La première est celle où le défunt ne laisse pas de descendants, d'accord ? Ne laisse pas d'enfants. Mais les parents sont encore en vie. La loi permet à chacun des parents de recueillir un quart en pleine propriété, un quart indivis. De sorte que le conjoint n'hérite lui que du reste, à savoir les 3/4 s'il n'y a qu'un seul parent, ou la moitié s'il y a encore les 2 parents. Si une donation entre époux avait été régularisée, le conjoint survivant aurait pu, lui, recueillir cette fois-ci la totalité de la succession. La deuxième situation, c'est celle où le défunt ne laisse ni descendants, ni parents, mais il a seulement des frères et sœurs. Eh bien, le conjoint survivant hérite de la totalité, à l'exception, si je ne me trompe pas Benoît, à l'exception de la moitié indivise des biens d'origine familiale provenant de la succession de ses parents et revenant aux frères et sœurs. Tout à fait ça. Là, à nouveau, la donation entre époux aurait permis au conjoint survivant d'avoir la totalité en pleine propriété. Et n'oublions pas en plus qu'au niveau des frères et sœurs, la fiscalité est assez forte. Elle est assez lourde. Troisième situation correspond à celle où le défunt laisse des descendants tous communs avec le conjoint survivant. Cette dernière précision est très importante, c'est-à-dire que le défunt laisse des enfants issus de la même union. Dans cette hypothèse, la loi permet au conjoint survivant d'hériter soit de l'usufruit total, soit d'un quart indivis en propriété, sans pouvoir cumuler ces deux avantages.
Rappelons que l'usufruit comprend l'usage et le fruit, usus fructus, l'usage et le fruit. L'usage, ce qui laisse la possibilité d'occuper le bien, le fruit, ce qui laisse la possibilité de percevoir les loyers. Mais en aucun cas, l'usufruitier ne peut vendre le bien seul, il ne peut pas disposer de la vente. Quant au quart en pleine propriété, il s'agit d'une part indivise, et cette indivision peut le mettre dans une situation délicate puisque on entend souvent, et c'est le cas, que nul n'est contraint de demeurer dans l'indivision et que même si un enfant est minoritaire, il pourrait forcer la vente de ce bien. Eh bien, dans cette situation, la donation entre époux permet de cumuler les deux avantages. C'est-à-dire que le conjoint peut bénéficier du quart en pleine propriété, mais aussi de l'usufruit. En pratique, ça permet au conjoint d'avoir l'usufruit sur le logement, par exemple, et puis aussi d'avoir la possibilité de dégager des liquidités si besoin en était, notamment si malheureusement il devient dépendant et qu'il est contraint d'aller dans une maison de retraite. N'oublions pas qu'il y a une possibilité de cantonner, et c'est aussi un avantage de la donation entre époux pour faire porter la quotité sur dernier actif. Quatrième et dernière situation, celle de la famille recomposée. Celle que l'on rencontre de plus en plus, où le défunt laisse des enfants d'une précédente union. Dans ce cas, le conjoint ne dispose par la loi que d'un quart en pleine propriété et ne bénéficie pas de l'usufruit total. Le risque, là, est important, on l'a vu, puisque ça le met dans une situation délicate et ça veut dire que ça peut aboutir à une vente forcée. La donation entre époux, telle que l'on l'a vu précédemment, permet au conjoint d'être protégé, puisque là, il pourrait bénéficier de l'usufruit notamment. Donc, en résumé, la question posée sur l'utilité d'une donation entre époux, je serais tenté de répondre que chaque cas étant particulier, face à la règle légale prêt-à-porter de protection du conjoint survivant, le recours à la donation entre époux est une disposition sur mesure qui s'avère le plus souvent indispensable. Alors, c'est vrai qu'on parle de conjoint survivant, mais est-ce qu'il hérite à chaque fois d'ailleurs, Benoît ? Et il faudrait rappeler, c'est quoi un conjoint ? Le conjoint, c'est la personne avec laquelle je suis marié. Donc on rappelle que le concubin ou le partenaire n'est pas un conjoint, mais on rappelle aussi que si je suis en instance de divorce, mon conjoint reste mon conjoint. Donc si jamais je suis en instance de divorce, mon conjoint, et que je décède, mon conjoint avec lequel je suis marié va hériter de droits, donc éventuellement l'opportunité de faire un testament pour pouvoir lui supprimer les droits si la procédure de divorce devait durer un petit peu longtemps. C'est ça, même si je ne m'entends plus avec le conjoint, même si tant que je n'ai pas divorcé, le conjoint est successible et potentiellement héritier. Tout à fait, on dit souvent que les juristes sont rigoureux, mais tant qu'on n'est pas divorcé, on reste marié et donc les droits du conjoint survivant s'appliquent. Alors on parlait de donation entre époux, et je partage l'avis de Vincent où ça reste quand même nécessaire dans bon nombre de cas. Il y a des situations où on peut même éventuellement envisager faire mieux et d'adapter son régime matrimonial, c'est-à-dire éventuellement d'adapter son contrat de mariage. Donc ça a besoin d'une étude approfondie avec son notaire, mais c'est un point qu'il faut pas négliger, qui est vraiment important. On peut vraiment apporter une protection très importante à son conjoint par l'intermédiaire d'un contrat de mariage qui est bien adapté. Je reviens sur le conjoint. Je suis attaché à ce Au conjoint. vôtre Oui, effectivement, à la mienne. Le conjoint est maintenant héritier réservataire. C'est des choses que l'on ne sait pas forcément. Tout à fait. C'est-à-dire que si je suis marié mais que je n'ai pas d'enfant, mon conjoint est héritier réservataire. C'est-à-dire que je ne peux pas le priver de la totalité de ses droits dans ma succession. Et donc, si je n'ai pas d'enfant, il hérite nécessairement d'un quart. Alors, il y a d'autres héritiers réservataires. Ce sont les enfants quand j'en ai. D'accord. Donc je ne peux pas déshériter un enfant quand j'ai des enfants. C'est-à-dire qu'il y a une partie disponible. Voilà, quand même. Donc je peux faire ce que je veux avec la moitié de mes biens si j'ai un enfant, avec un tiers de mes biens si j'ai 2 enfants, et avec un quart de mes biens si j'ai 3 enfants ou plus. Donc je peux avantager un enfant, je peux avantager mon conjoint, ou je peux éventuellement avantager une autre personne, mais uniquement à concurrence de un quart, de un tiers ou de la moitié de mes biens, selon le nombre d'enfants que j'ai. Très bien, en faisant un testament notamment. En faisant un testament. Et par contre, si je n'ai pas de conjoint, si je n'ai pas d'enfant, il n'y a plus d'héritiers réservataires. Les parents l'étaient à une époque, mais ils ne le sont plus. Ça veut dire que si je n'ai pas de conjoint et que je n'ai pas d'enfant, je peux léguer mes biens à qui je veux. Mais comme vient de le dire Vincent, pour pouvoir léguer mes biens à qui je veux, encore faut-il faire un testament. Pardon, Benoît, Vincent, depuis tout à l'heure, vous parlez d'héritiers réservataires, mais qu'est-ce que c'est ? Alors un héritier réservataire, c'est un héritier auquel la loi réserve une partie de mes biens, c'est-à-dire un héritier que je ne peux pas déshériter. Donc quand je suis marié et que je n'ai pas d'enfant, je ne peux pas déshériter totalement mon conjoint. Il est obligé d'hériter d'une partie de mes biens.
Et de la même façon, quand j'ai des enfants, je ne peux pas déshériter totalement un enfant, je suis obligé de lui laisser une partie de mes biens. Voilà, donc un héritier réservataire, le conjoint, les enfants, je ne peux pas le priver de la totalité de ses droits dans ma succession. C'est la grande différence, par exemple, avec le droit britannique, où on peut déshériter un enfant. Ce n'est pas le cas selon notre droit à nous, notre droit français. Merci. Notairement Vôtre, le podcast des notaires de Picardie qui vous conseille et vous accompagne dans toutes les étapes de votre vie. Notairement Vôtre, le podcast des notaires de Picardie qui vous conseille et vous accompagne dans toutes les étapes de votre vie. Donation, succession. Il est conseillé de se renseigner sur le déroulement futur de sa succession et, le cas échéant, de prévoir la transmission anticipée pour le maintien d'une bonne harmonie familiale. Donc anticipée, ça veut dire certainement avant un décès. Vincent, à partir de quel âge peut-on préparer la transmission ? On parle souvent de 70 ans. Est-ce là encore une idée reçue ? Que peut-on prévoir dans le cadre de l'anticipation ? Alors, avant de réfléchir sur l'âge à partir duquel il faut prévoir la transmission par succession, on peut se poser la question de savoir s'il est important de préparer par anticipation le déroulement de sa succession et pourquoi. Dans le cas de décès, la loi fixe des règles concernant la transmission des biens de la succession et le formalisme lourd avec le délai et la fiscalité. La loi se charge de répartir les biens de la succession en instaurant ce que l'on appelle la dévolution successorale, c'est de dire qui hérite finalement. Elle détermine aussi les droits fiscaux et en fonction des degrés de parenté des héritiers. Plus on s'éloigne, plus les droits sont lourds. Alors pourquoi préparer la succession et anticiper les perspectives de la transmission des biens ? Eh bien tout simplement pour protéger les intérêts des proches et assurer une transmission paisible de ces biens, ce qui est évoqué tout à l'heure par Benoît. Lorsqu'on est en couple, par exemple, la question la plus courante est de savoir si le conjoint marié ou non est suffisamment protégé par la loi ou s'il y a lieu de faire par des dispositions particulières qui peuvent avoir une incidence sur la fiscalité. Eh bien, ça c'est important, on l'a vu. Est-ce qu'il faut faire un testament ? Est-ce qu'il faut se marier ? Est-ce qu'il faut se pacser ? Un autre exemple est celui de prévoir la répartition des biens entre ses héritiers pour éviter des discordances entre eux. On voit malheureusement qu'il y a encore trop de conflits dans le cadre d'une succession qui n'a pas été anticipée. Et prévoir d'éventuelles économies fiscales au passage. Des possibilités existent en recourant soit à une donation-partage, soit à un testament, si l'on ne veut pas se dessaisir de ses biens. En réalité, il n'y a pas d'âge pour se poser des questions liées à la succession. L'expérience démontre d'ailleurs que ce genre de démarche permet de poursuivre plus sereinement le déroulement de sa vie, ce qui donne tout son sens à l'expression populaire « faire ses affaires ne fait pas mourir ». Il n'y a pas d'âge, mais il y a quand même des moments propices. Je m'explique, on ne va pas faire un catalogue, mais avant d'avoir fondé une famille, on fait un premier investissement immobilier. Et puis, on peut se poser la question, tiens, si malheureusement il m'arrive quelque chose, je viens d'acheter un appartement, un studio, il m'arrive quelque chose, qui héritera ? Eh bien, c'est une idée reçue en pensant que les parents hériteront de la totalité. Eh bien non, dans ces cas-là, s'il y a des frères et sœurs, les frères et sœurs hériteront également. Et s'ils héritent, attention, il peut y avoir des droits importants, on l'a dit tout à l'heure, dans un précédent chapitre, pour dire que les frères et sœurs avaient des droits importants. Donc il peut être judicieux dans ces cas-là de faire un testament. Un autre moment de la vie peut être celui de la création ou de la reprise d'une entreprise. L'hypothèse de la transmission dans ce cas de décès est à anticiper, soit par le contenu des statuts de la société, soit suivant l'âge, par l'organisation de la transmission familiale au moyen de dispositions testamentaires ou de donations avec incidence fiscale qui s'applique. Il en est un autre moment où on n'a pas d'héritier proche. On n'a pas d'héritier proche, on n'a pas de conjoint, on n'a pas d'enfant, on n'a pas de parents, on n'a pas de frères ou sœurs. Eh bien, il est opportun de vérifier quels sont ces ayants droit, quels sont ces héritiers. N'oublions pas que les héritiers désignés par la loi ne sont pas forcément ceux que l'on aimerait voir dans sa succession. Un testament peut remédier à cette situation. Un legs à une association d'utilité publique peut être également envisagé à charge de récupérer, de léguer un bien à un parent et il peut en résulter un avantage fiscal. Sur le plan fiscal, il n'est pas rare d'évoquer les 70 ans, notamment pour des questions liées aux souscriptions d'assurance vie, mais je laisserai Benoît évoquer ce type de contrat.
toujours en ce qui concerne l'âge et la fiscalité, ça a été évoqué dans un autre chapitre, 80 ans, c'est aussi un élément à retenir puisqu'on peut consentir une donation avant cet âge-là et bénéficier d'un abattement de 31 865. L'âge, toujours, est un critère important dans le cadre d'une transmission anticipée, notamment en matière de démembrement de propriété, n'est-ce pas Benoît ? On peut transmettre la nue propriété d'un bien, c'est-à-dire qu'on transmet la propriété des biens, par exemple, à ses enfants. On ne pourra plus vendre sans l'autorisation des enfants, mais on peut garder l'usufruit. L'usufruit, c'est la possibilité de continuer à habiter dans la maison qu'on a pu donner, ou éventuellement de conserver les loyers. Donc on anticipe la transmission, mais on garde quand même les revenus. Et effectivement, il y aura, plus je vais commencer tôt à donner en nue propriété, moins le bien sera estimé fort, donc moins il y aura de fiscalité. Parce que l'usufruit, ce qui permet de rester dans le bien et ce qui permet de le louer, c'est bien ça, se calcule notamment en fonction de l'âge. Voilà, plus je suis jeune, plus je vais rester longtemps dans ma maison, et donc plus mon usufruit vaut cher. Plus je vais être âgé, moins malheureusement je vais rester dans la maison, ou moins longtemps je percevrai les loyers, et donc mon usufruit vaut moins cher. D'où l'intérêt, effectivement, Vincent, tu as raison, de commencer le plus rapidement possible pour avoir une décote un petit peu plus importante. L'espérance de vie en France, elle est grosso modo 85 ans, donc le fait de s'y prendre vers 70 ans, vous savez qu'on peut profiter des donations une fois tous les 15 ans, quand on commence avant 70 ans, statistiquement parlant, on a quand même une bonne chance qu'au moment de la succession, la donation a plus de 15 ans, et donc on peut à nouveau bénéficier de la fiscalité. 70 ans, donc finalement c'est un âge, on disait tout à l'heure, où on peut se poser les questions un peu avant. Mais 70 ans, c'est un cap important, notamment par rapport aux assurances vie, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Donc l'assurance vie peut permettre aussi de transmettre un patrimoine, alors un patrimoine financier à ses enfants. Et effectivement, la fiscalité est très avantageuse avant 70 ans, puisque avant 70 ans, je peux transmettre non pas à un enfant, mais à un bénéficiaire, c'est-à-dire ça peut être un enfant, mais ça peut être un petit enfant, ça peut être un voisin. Et avant 70 ans, je peux lui transmettre jusqu'à 152 500 € sans fiscalité. Alors qu'après 70 ans, on est limité à 30 500 €. Donc vous voyez la différence, 152 500 € avant 70 ans et 30 500 € après 70 ans. Et cette différence est d'autant plus importante que les 30 500 € après 70 ans, c'est quel que soit le nombre de bénéficiaires que je vais désigner pour mon assurance vie, alors que les 152 500 €, chaque bénéficiaire va profiter d'un abattement. Donc si j'ai 2 enfants, je vais en fait pouvoir leur transmettre plus de 300 000 € en assurance vie avant mes 70 ans, alors qu'après mes 70 ans, je serai plafonné à 30 000 €. D'accord. Et la fiscalité après l'abattement, c'est la même fiscalité que celle qui est liée aux successions ? Voilà, alors si j'ai placé avant 70 ans, c'est une taxe de 20% jusqu'à 700 000 € et de 31,25% après. Ce qui reste quand même plus intéressant par rapport à la fiscalité des successions. Ce qui est à peu près équivalent. Pour les patrimoines très importants, c'est avantageux. Pour les patrimoines moyens, c'est une fiscalité qui est à peu près identique. Par contre, après 70 ans, donc je suis exonéré à concurrence de 30 500 € et le reste est en fait remis dans ma succession. Donc supportera les droits de succession au taux en fonction de la succession. D'accord, très bien. Je voulais revenir sur un point que Vincent a évoqué rapidement, c'est la question des testaments. Il y a 2 façons de faire un testament. Un testament peut être fait de façon holographe, c'est-à-dire en fait c'est un testament manuscrit, c'est un testament qui est écrit par la personne, donc de sa main, il est daté, il est signé. Il est parfaitement valable, même s'il est fait sans le conseil d'un notaire et même s'il reste à domicile. Le souci, c'est d'être sûr qu'il ait bien été rédigé et surtout être sûr qu'il soit retrouvé. D'où l'intérêt de le faire en lien avec son notaire et éventuellement de le confier à son notaire pour être sûr qu'on le retrouve. Oui, parce que si je fais un testament et je le mets dans ma table de nuit, au moment de mon décès le plus tard possible, je le souhaite, effectivement de se dire, mais elle est où la table de nuit, il est où le testament, et voilà. Voilà, et puis évidemment, tes enfants qui supportent plus la table de nuit, tu seras à peine parti qu'ils iront la mettre à la décharge. Si le testament est dedans, effectivement, le risque, c'est que le testament soit jamais retrouvé. Oui, alors que si on confie à un notaire, qu'est-ce qu'il en fait le notaire de ce testament ? Alors le notaire, il va l'inscrire au fichier central des notaires, et donc au moment de ta succession, Vincent, quel que soit le notaire qui sera en charge, même si tu as pris tes vacances et ta retraite plus exactement au fin fond du sud de la France, eh bien le notaire retrouvera et se rappellera, enfin on lui rappellera que tu avais fait un testament que tu as déposé chez ton notaire préféré à l'époque quand tu étais très jeune. Il y a une autre forme de testament
pour les personnes qui pourraient plus écrire ou pour des testaments qui sont un peu plus compliqués, qui sont des testaments authentiques. Donc là, c'est un testament qui est reçu par le notaire. C'est lui qui rédige les instructions de la personne en présence d'un second notaire. Pourquoi on fait plus testament authentique que testament holographe ? Alors le testament authentique, on va surtout le faire aujourd'hui pour les personnes qui ne vont pas pouvoir écrire. Merci Vincent et Benoît. Donc, selon certains préjugés, le notaire peut être considéré à tort comme difficilement accessible. C'est une idée que l'on entend souvent. Cependant, il est en réalité un professionnel en droit de la famille, un conseil et un confident de proximité. Si vous n'osez pas franchir la porte d'une étude, sachez qu'elles vous sont toutes ouvertes. Vous pouvez malgré tout contacter la Chambre interdépartementale des notaires de Picardie qui vous donnera un rendez-vous aux permanences prévues à cet effet. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Notairement Vôtre, le podcast des notaires de Picardie qui vous conseille et vous accompagne dans toutes les étapes de votre vie.